L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. Coup de tonnerre dans le monde catholique après 8 années à la tête du Vatican. Benoît XVI démissionne. Le souverain pontife affirme ne plus être apte à exercer son ministère. Réaction et portrait dans ce journal. Après la contre-attaque des djihadistes, l'armée française a bombardé le commissariat des Gao où il s'était retranché. Le ratissage continue dans la ville et ses environs. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la viande de cheval en France. La répression des fraudes a diligenté une enquête. Une réunion de crise est prévue ce soir même à Bercy. Voilà pour le sommaire. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre au Vatican et dans le monde catholique. Après 8 années de pontificat, Benoît XVI démissionne à 85 ans. Le souverain pontife estime ne plus être apte à exercer son ministère. Il s'est exprimé d'ailleurs ce matin sur les raisons de cette démission. On l'écoute. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte qu'à partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, sera vacant et le conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire. Il y a 8 ans donc, les évêques, les cardinaux réunis au Vatican élissaient l'Allemand Joseph Ratzinger, actuel Benoît XVI, au Vatican en qualité de pape pour succéder à Jean-Paul II, qui est donc renommé Benoît XVI. Tentative de réponse dans ce portrait. En septembre 2008, c'est un pape presque inconnu qui arrive à Paris. Cela fait 18 mois que le cardinal Ratzinger est devenu Benoît XVI, mais les Français semblent se méfier de celui qui a été pendant 25 ans le second de Jean-Paul II et le gardien de la doctrine de la foi. Ses origines, sa réputation, sa rigidité légendaire l'ont précédé à Paris. Pourtant, au Collège des Bernardins, on découvre un homme raffiné, amoureux de la culture, de la littérature et des arts. Son accent germanique ne parvient pas à dissimuler ses élans francophiles. L'opération séduction est donc en route et il la poursuivra sur l'esplanade des Invalides où 130 000 catholiques se réunissent pour une messe en plein air. L'enjeu de son voyage en France, comme celui de son pontificat, est de faire renaître des vocations, car la première des crises est celle de la pénurie des prêtres catholiques dans le monde. Pour mener ce combat, Benoît XVI s'appuiera sur l'extraordinaire popularité de son prédécesseur, Jean-Paul II. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Mais Benoît XVI n'est pas Jean-Paul II, il est bien davantage rigoriste. Sa vie, Joseph Ratzinger l'a non seulement donnée au Christ, mais aussi au Vatican, à l'Église et à ses dogmes. Pendant 25 ans, il a été le premier conseiller du pape Jean-Paul II, dont il célébrera la messe des funérailles, quand le cardinal Ratzinger pénètre donc dans la chapelle Sixtine pour présider en qualité de doyen des cardinaux le conclave qui doit élire le nouveau pape. Il fait partie des favoris. Tout plaît dans sa faveur, sa fidélité, sa rectitude et même son âge. Habemus papam. À 78 ans, Joseph Ratzinger devient Benoît XVI. Il est né en 1927 en Bavière, le berceau du catholicisme allemand. Il a été ordonné prêtre à l'âge de 24 ans, après avoir été enrôlé comme beaucoup de jeunes de son âge dans les jeunesses hitlériennes. Il devient pape sans jamais avoir eu, dit-on, cette ambition. Son frère, qui le sait malade du cœur, s'inquiète de cette nouvelle charge. À l'âge de 78 ans, il n'est pas bon de prendre une telle charge, car elle doit mobiliser toutes les ressources physiques et mentales d'un homme.
Mais plus que de sa santé, son pontificat a souffert de la comparaison avec son prédécesseur. Chaque déplacement, chaque geste, chaque parole a été critiqué à travers le prisme du souvenir de Jean-Paul II. Et qu'importe si le souverain pontife était plus discret et ses propos moins assurés, Benoît XVI n'était pas une rockstar et ne l'a jamais revendiqué, mais un catholique fervent qui, au contraire de Jean-Paul II, ne s'est jamais mis en scène. Cette annonce historique de Benoît XVI a suscité de nombreuses réactions car depuis 600 ans, on n'a pas assisté à la démission d'un pape. Parmi ces réactions, celle du président français François Hollande que je vous propose d'écouter. Je n'ai pas de commentaire particulier sur cette décision qui est éminemment respectable et qui fera qu'un nouveau pape sera choisi, mais la République, elle salue le pape qui prend cette décision, mais elle n'a pas à faire davantage de commentaires sur ce qui appartient d'abord à l'Église. L'Allemagne, dont est originaire Benoît XVI, a également réagi. Je vous propose à présent d'écouter la chancelière allemande Angela Merkel. Quand Joseph Ratzinger a été élu chef de l'Église catholique il y a presque 8 ans, nous étions fiers en Allemagne de notre compatriote, le premier depuis un siècle dans la fonction de pape. Benoît XVI est et reste l'un des plus grands penseurs religieux de notre époque. En tant que chancelière, je dis merci à Benoît XVI pour son travail et je lui souhaite de tout mon cœur une bonne continuation pour les prochaines années. Toute autre chose à présent, après la contre-attaque des djihadistes, l'armée française a bombardé le commissariat de la ville de Gao, occupé par des commandos djihadistes qui multiplient les actes de guérilla urbaine. Voilà ce qu'il reste du commissariat de Gao. Les frappes françaises ont touché leur but, ce bâtiment où s'étaient retranchés les djihadistes, en plein centre-ville. Ce matin, plus de combat, la population est revenue et elle pleure ses morts, sans qu'aucun bilan n'ait été livré pour l'instant. Mais au sol, il s'agit bien du cadavre d'un homme. Selon les témoins, ce tailleur de 31 ans est une des victimes de feux croisés alors qu'il circulait sur sa moto. Ici, les habitants vivent sous tension depuis 3 jours et le début des attaques suicides. On a peur des embuscades, on a peur de trucs comme ça. On veut que la population collabore avec l'armée pour aider à trouver ces gens-là. Ces djihadistes se sont montrés ce dimanche et la bataille a été violente. Ce combattant tente de se mettre à couvert, visé par les tirs des kalachnikovs de l'armée malienne. Il a fallu l'intervention des militaires français pour reprendre le centre-ville aux rebelles du Mujao, qui a revendiqué les attaques. Beaucoup d'islamistes auraient été tués selon un officier malien, mais aucune source indépendante ne confirme l'information. Et les islamistes inquiètent encore les autorités. Ils ont des complices qui sont restés 10 mois avec eux. Donc ils sont aussi devenus des Mujao. Ces gens peuvent les faire rentrer partout. Gao a des rentrées partout. Gao a des rentrées tout autour de Gao. Tu peux faire des rentrées en pirogue, en voiture, en moto, à pied, à dos d'âne. Le checkpoint du nord de Gao a d'ailleurs été renforcé par l'armée française. C'est par ce poste que sont venus les kamikazes ce week-end. Voilà, le 13e forum de Bamako, volet femmes, s'ouvre donc demain sous le thème genre, paix et sécurité, le rôle des femmes et organisations féminines dans la préservation et la résolution des conflits. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'ambassadeur Fatoumata Siré Diakité, membre de la Fondation Forum de Bamako. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je le disais tantôt, le rôle des femmes et organisations féminines dans la préservation et la consolidation de la paix. Alors, quelle est l'importance de ces thèmes pour un pays comme le Mali avec la situation que vit le pays actuellement? Je voudrais remercier Africable pour avoir permis au forum de s'exprimer ce soir et surtout d'annoncer que sa partie genre et paix et sécurité s'ouvre demain à 8h30 à l'hôtel Salam. Évidemment, le Mali traverse une crise depuis une année, presque une année, et donc on est confronté à une grave crise institutionnelle et sécuritaire. Et cette crise a entraîné beaucoup de déplacés et beaucoup de réfugiés, donc des régions du Nord. Des déplacés dont la majorité se trouve être des femmes et des enfants. Donc pour cela, le Forum de Bamako constitue une opportunité pour nous, les femmes du Mali, d'échanger avec nos sœurs qui vont venir de partout, d'Afrique, d'Europe, de partout ailleurs. Donc les femmes viendront pour le forum, mais principalement pour ce thème de demain, genre, paix et sécurité. Donc elle constitue une opportunité pour nous d'échanger avec nos sœurs qui viennent d'ailleurs,
mais de nous inspirer de leur expérience, de nous enrichir de leur expertise et de faire en sorte que nous puissions mieux assumer notre rôle de faiseuse de paix et pour la consolidation de la paix qui, j'espère, va s'installer bientôt, et surtout pour la prévention des conflits et surtout la consolidation de la paix. Donc je pense que ce forum est une grande opportunité pour les femmes du Mali d'échanger avec leurs sœurs, mais avec des hommes aussi qui vont être au forum, puisque la plupart du temps, ce sont les hommes qui sont les premiers à déclencher les hostilités. Donc quand ils vont être avec nous, nous allons échanger avec eux pour savoir jusqu'où ils peuvent aider aussi dans la prévention, mais aussi dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix. D'accord, madame. Depuis l'éclatement du conflit au Mali, est-ce que les organisations féminines sont intervenues pour la prise en charge de leurs sœurs déplacées ou réfugiées, tant à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur? Oui, bien sûr. Les organisations féminines, les ONG féminines certaines ONG féminines sont intervenues pour la prise en charge de leurs sœurs sur le plan des dons en nature, mais aussi des enfants, parce que les femmes sont venues avec des enfants, comme je l'ai dit tantôt, ils sont majoritaires, des déplacés à Bamako au moins, il y a les femmes et les enfants qui sont majoritaires. Donc certaines ONG de femmes sont intervenues pour la prise en charge de ces femmes-là, pour les appuyer dans certaines de leurs démarches. Elles sont aussi intervenues pour l'inscription des enfants à l'école, pour leur payer des fournitures, mais aussi pour des consultations médicales, parce que certains enfants qui tombent malades ont besoin de consultations médicales, donc une prise en charge sur ce plan-là. Il y a aussi sur le plan de la formation, certaines de ces femmes ont été formées pour renforcer leurs capacités, et il y a aussi une prise en charge psychosociale de ces femmes-là par des psychologues dans certaines ONG de femmes. Madame, aujourd'hui, quel peut être le rôle des femmes dans la consolidation de la paix au Mali? Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes les premières victimes de conflits, les femmes et les enfants. Donc, je pense qu'à partir de ce forum-là, les femmes maliennes vont être vraiment, on va être véritablement formées, je le mets entre guillemets, parce que nous allons nous inspirer de l'expérience des autres, comme je l'ai dit. Nous allons aussi, il y a les femmes de Guinée qui ont connu des conflits, les femmes du Libéria, de la Sierra Leone qui sont dans le Mano River, qui ont connu des conflits, les femmes du Congo, de la RDC. Donc, toutes ces femmes qui viennent d'ailleurs vont venir enrichir les femmes du Mali, étant les premières victimes de ce conflit-là. Donc nous allons aussi faire en sorte que nous puissions jouer un rôle d'apaisement au sein de nos communautés, différentes communautés, mais c'est un rôle social, de cohésion sociale et un rôle de paix, parce que quand vous voyez, qui dit femme dit la paix, et qui dit femme dit la cohésion sociale au sein des communautés, nous sommes une sorte on va prendre une sorte d'aiguille pour tisser cette cohésion sociale au sein des communautés, les femmes maliennes. Madame, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce que femme veut, Dieu le veut. On espère que votre message est passé. On espère que les hommes le voudront aussi. Merci. Merci. Toujours au Mali, le ministre de la Défense et des anciens combattants a tenu lundi une conférence de presse. Objectif, faire le point des récents événements survenus à Bamako et dans le nord du pays. Le reportage de Diakadi Diatangara et Cheikh Tidiane Koulibaly. L'incident du camp Paraledi Koroni, la situation actuelle à Gao, l'envoi des casques bleus au Mali, l'absence de l'armée malienne à Kidal et le mandat d'arrêt contre les terroristes, tels ont été les sujets abordés au cours de cette conférence de presse. Donc les faits là, la perte est arrivée parce que les populations sont massivement sorties. Il y avait des curieux, il y a aussi des gens qui avaient été manipulés. Pendant qu'il y a cette action kamikaze là, vraiment ça attire l'attention, ils sont infiltrés par ce canal là. Ils ont séjourné, ils connaissent tout ce qui bénéficie de complexité locale pour s'infiltrer. Évidemment, ça a donné lieu à des changements de tir nourris. Il y a eu, dans nos rangs, il y a eu 3 blessés. 3 blessés, bon, pas trop graves, pas trop méchants. Il y a 3 morts du côté des forces de position et il y a 11 prisonniers. Est-ce qu'on peut même dire qu'on n'est pas à Kidal? Alors si on est d'accord qu'on est en train de mener des opérations concertées. Les opérations concertées avec l'armée française et avec les troupes de la MISMA. L'ONU n'a pas d'armée. L'armée de l'ONU est constituée par les armées des différents pays membres. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient. En ce qui concerne les exigences du MNLA, le ministre répond que c'est de la pure provocation.
Le MNLA est en train de... Pour moi, c'est le bon sens, la propagande. Ils veulent profiter peut-être de la bonne prédisposition de certains partenaires à écouter certaines de leurs doléances parce qu'ils ont fait comprendre qu'ils peuvent jouer un rôle notamment dans la libération des otages. Si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Mais je ne pense pas qu'en l'état actuel, le MNLA puisse être de quelconque secours pour quelque partenaire que ce soit. Avant de quitter la salle, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants a rajouté que le sénégalisme n'existe pas dans l'armée et que les affaires militaires doivent être gérées militairement. Allusion aux récents événements qui ont touché le sud du pays. La Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali a rencontré ce lundi les membres des services de développement social et de l'économie solidaire ainsi que l'Union des coopératives d'habitat. Il était question de renouer les contacts avec ces différents services afin que la CONASCO puisse mieux exercer ses missions. Nadia Peadji, Malik Mbaye pour le compte rendu. Améliorer les outils de gestion et d'administration, renforcer le professionnalisme du secteur, perfectionner le développement coopératif, tel est le programme inscrit sur la feuille de route de la CONASCO pour l'année 2013. Ceci ne peut être réalisé sans l'aide des partenaires administratifs et des spécialistes du domaine, d'où leur présence à cette cérémonie. Les liens qui se trouvent entre le service de développement social et de l'économie solidaire à travers cette direction et les sociétés coopératives, ce sont des liens de partenariat, de collaboration et de tutelle. De tutelle en ce sens que les sociétés coopératives relèvent du ministère de l'action humanitaire et de la solidarité et des personnes âgées. À en croire le président de la CONASCO, l'échange avec les représentants des services de développement a permis de bénéficier de leur expertise sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives de l'OHADA. L'administrateur de l'action sociale lance par ailleurs un appel pressant à l'État afin qu'il s'implique davantage dans le domaine de l'habitat au Mali. C'est le moment de dire également à l'État de créer d'autres opportunités à travers le programme de logements sociaux, à travers d'autres programmes, pour au moins accompagner ces sociétés coopératives d'habitat, afin qu'ils jouent pleinement leur rôle, vraiment, dans le développement socio-économique du pays. De cette rencontre, il y a lieu de retenir que les sociétés coopératives se mobilisent pour trouver des solutions idoines aux problèmes de logement au Mali. Les suites de la crise tunisienne, le peuple veut la chute du régime. Slogan entendu ce lundi dans une manifestation à Tunis. Les protestataires réclament la démission du gouvernement après l'assassinat la semaine dernière de l'opposant Chokri Belaïd. Toujours en Tunisie, le Congrès pour la République, le parti du président Monsef Marzouki, a donc décidé de rester dans le gouvernement, ce qui équivaut au rejet de la proposition du Premier ministre Hamadi Djebali de former un gouvernement des technocrates. Écoutons Mohamed Abou, le secrétaire général du CPR. Nous avons décidé de geler notre décision de retirer nos ministres du gouvernement. Mais si dans une semaine nous ne voyons aucun changement, nous quitterons le gouvernement définitivement. Je vous l'annonce également en titre. En France, l'affaire dite de la viande de cheval connaît un nouveau rebondissement. La répression des fraudes a diligenté ses enquêteurs chez les deux entreprises fournisseurs de la viande ainsi que le producteur. Une réunion de crise est prévue ce soir à Bercy. Alors, une question, comment s'organisent des fraudes dans ce genre d'affaires? Tentative de réponse dans ce reportage. Les enquêteurs de la répression des fraudes font irruption au siège social de Comigel, à Metz, le sous-traitant de Findus, celui qui a fabriqué les produits suspects. Dans ces étages, les agents interrogent les salariés, récoltent des documents pour tenter de savoir, entre autres, si l'entreprise connaissait l'origine de la viande. Il y en avait pour la journée, plusieurs? La journée, je pense demain certainement, également. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments, mais ils communiquent les éléments qu'on leur demande. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. La chaîne de fabrication de Comigel est basée ici au Luxembourg, mais la viande utilisée pour concevoir les plats cuisinés transite par le sud-ouest de la France et l'entreprise Panguero, qui ce matin a elle aussi reçu la visite des enquêteurs de la DGCCRF.
Je ne vais aujourd'hui accuser personne. Moi, j'ai dit depuis le départ qu'il y aurait une enquête et qu'il y aurait des sanctions. Ceux qui ont triché doivent être sévèrement sanctionnés. Les fournisseurs et les sous-traitants se disent eux aussi victimes et font remonter la responsabilité en amont de la chaîne de production, en Roumanie notamment, où sont situés les abattoirs et les ateliers de découpe. Dans cette affaire de fraude de grande ampleur qui implique plusieurs pays européens, les premiers résultats de l'enquête menée par les pouvoirs publics français devraient être connus mercredi prochain, au plus tôt. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. Inch'Allah, je vous retrouve demain, même heure, même plateau, pour d'autres actualités africaines. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur